Merci de nous rejoindre sur New World Info pour un nouveau numéro de décryptage au Soudan. Des images diffusées sur les réseaux sociaux cette semaine montrent des paramilitaires, des forces de soutien rapide FSR à l'aéroport d'El Fasher, confirmant ainsi la prise de contrôle du dernier bastion de leurs rivaux, l'armée du général Abdel Fattah al-Burhan. Les FSR contrôlent désormais donc l'ensemble du Darfour, une vaste région de l'ouest du Soudan représentant environ le tiers du territoire national. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. Et d'abord, pouvez-vous nous expliquer ce que représente justement stratégiquement la ville d'El Fasher dans le conflit soudanais? C'est pratiquement la capitale du Darfour. Les FSR, les forces de soutien rapide, occupaient l'essentiel de cette partie, mais ils n'occupaient pas encore cette partie de la capitale, puisque l'armée y avait encore un camp qui était là-bas, et l'armée parvenait avec des avions à ravitailler le camp en munitions, en nourriture, etc. C'est ce camp-là qui tenait. C'est pourquoi dans les vidéos, ils ont tenu à montrer qu'ils ont pris le camp. Au départ, même l'armée disait qu'ils ont pris le camp, mais ils n'ont pas pris El Fasher, mais bon, ils sont allés plus loin, montrer l'aéroport, etc., comme vous le dites, pour montrer qu'effectivement, ils ont pris la ville. Ici, c'est une sorte de revanche. N'oublions pas que les FSR ont été chassés de Khartoum, qu'ils partageaient avec l'armée du général al-Burhan. C'est déjà une sorte de revanche parce qu'eux aussi, ils ont chassé ces militaires de la capitale du Darfour, c'est cette partie du Soudan. Mais il y a un autre élément plus compliqué que ça crée. Ils avaient déjà commencé à établir une sorte d'administration parallèle à l'administration d'al-Burhan. Mais aujourd'hui, avec cette acquisition, beaucoup d'analystes craignent qu'on soit sur le chemin d'une partition du Soudan, parce que chacun va se mettre à gérer sa partie, comme on l'a vu à un certain moment en Libye. Mais quelle est la portée symbolique et militaire de cette prise? Mais la portée militaire, elle est importante puisque ça a obligé les forces de soutien rapide à mener le combat là où ils se trouvent. Puisqu'il y avait une poche qui était là, qui leur posait problème. En se libérant de cette poche, mais très certainement, puisque aucun des deux généraux ne parle de paix, ils vont se mettre encore à la conquête de territoires supplémentaires. Donc la guerre reprend, puisque quand les forces de Al-Burhan ont pris la capitale, on a vu immédiatement que la guerre avait pris une autre dimension. C'est le même effet qui se produit ici. Les forces de soutien rapide vont se sentir en confiance. S'il n'y a pas de négociation qui permettent de résoudre le problème, vous allez les voir aller à la conquête d'autres territoires, ce qui amène la guerre dans un autre tournant. Peut-on dire que la chute d'El Fasher marque une victoire décisive des FSR sur l'armée régulière du général al-Burhan? Oui, c'est une victoire sans faute. C'est une victoire sans faute, bien que c'est une victoire difficile. Parce que ça fait 18 mois que cette partie du pays est assiégée. Les populations souffraient à l'intérieur parce que ce n'étaient pas les militaires seulement qui étaient dedans. Il y avait les populations qui souffraient, il y avait des problèmes de ravitaillement. Les organisations de défense des droits de l'homme, les organisations humanitaires ont plusieurs fois demandé des couloirs humanitaires pour pouvoir ravitailler les populations. Les gens avaient refusé des deux côtés. Finalement, qu'on n'oublie pas cette catastrophe humanitaire qui était là après 18 mois de siège. Mais après 18 mois de siège, bien sûr, il y a un ouf de soulagement du côté des FSR. Mais il y a un sentiment d'échec au niveau de l'armée. D'ailleurs, le président al-Burhan a pris la parole. Il a dit clairement qu'il reconnaît qu'ils ont perdu Al-Fasher, mais il promet la vengeance. Ce qui veut dire qu'on va encore vers une guerre qui se prolonge, mais pas vers des négociations. Puisqu'il s'agit d'une victoire, comment les forces de soutien, les FSR, ont-elles réussi alors à s'imposer face à l'armée régulière? En fait, ici, c'est un îlot, puisque ce n'était pas un affrontement avec l'armée régulière de façon globale. Il y avait une base de l'armée qui était là. Cette base était en quelque sorte le dernier retranchement de l'armée dans cette zone. Le reste de l'armée, bien sûr, était à Port-Soudan, au niveau de la capitale, etc., à Khartoum. Même le ravitaillement de ces troupes a été très compliqué. Finalement, il n'était plus possible de les ravitailler par voie terrestre. Il fallait larguer les munitions, il fallait larguer les nourritures, etc. Puisque en état de siège, si vous ne parvenez pas à pouvoir
régler ce qu'on appelle l'approvisionnement, mais vos gens vont déposer les armes parce qu'ils n'auront même plus de munitions pour tirer, ils n'auront pas de quoi se nourrir pour pouvoir tenir debout. L'armée a tout fait, mais au finish, c'était compliqué à partir de Khartoum, à partir de Port-Soudan, de vouloir défendre cela. C'est pourquoi le président ne dit pas qu'ils ont été déçus. Il dit qu'on a demandé aux militaires de se retirer pour épargner les vies des populations. Mais en fait, c'est une défaite militaire puisque le siège a été tel qu'à un certain moment, l'armée ne pouvait plus continuer à venir au secours de ces soldats qui se trouvaient là-bas. Et le contrôle total du Darfour par les FSS soulève de vives inquiétudes. Mais quelles pourraient être les conséquences humanitaires dans cette région déjà meurtrie? Mais les conséquences sont déjà là parce que vous avez une zone qui, pendant un temps, avait servi d'espace où les populations sont venues se réfugier pour fuir les zones où il y avait la guerre. Et la guerre est venue trouver des populations qui étaient venues se réfugier. Donc il y avait une surpopulation dans cet espace à cause des réfugiés. Et finalement, même ces populations cherchaient à fuir la zone à cause de la guerre qui est venue. Une partie avait réussi à le faire, mais au moment du siège, d'autres parties ne parvenaient pas à le faire. D'ailleurs, même jusqu'à présent, vous avez des populations qui ne sont pas tranquilles, qui veulent quitter la zone et que les FSR empêchent de quitter la zone. Vous avez les organisations humanitaires qui dénoncent cela en disant qu'il faut laisser les populations pouvoir quitter la zone si elles ne veulent pas rester au niveau de la zone. Mais comme c'est un affrontement militaire et c'est une conquête de territoire, si vous venez conquérir le territoire et les populations s'en vont, ça n'arrange pas les FSR. Donc on essaie de décourager les départs des populations pour que les populations restent sur place parce que dans la guerre, c'est également une stratégie. Quand on veut bombarder et que les populations sont là, le bombardement pose beaucoup plus de problèmes à cause des dégâts qui vont être causés à la population civile. Entre autres des inquiétudes, les FSR ont souvent été accusés de crimes de guerre et d'exactions contre les civils. Oui, ça c'est depuis toujours, c'est une réalité également parce que cela a été documenté. C'est vrai qu'ils ne sont pas les seuls, l'armée également a été accusée d'exactions, mais le plus grand nombre d'exactions accuse les forces de soutien rapide. Mais pour ceux qui se rappellent, parmi ces forces de soutien rapide, il y a ce qu'on appelle les Janjaouides, qui dans cette zone du Darfour avaient fait des crimes au point que la Cour pénale internationale avait demandé à juger le président de la République, Omar El-Béchir, puisque ces gens-là sont des soutiens du président de la République, Omar El-Béchir. Donc quand on dit que ces gens-là sont à nouveau en train de faire des exactions et que ça soit documenté par un certain nombre d'organisations indépendantes, mais on ne peut que confirmer cela. Et quelle est la situation aujourd'hui avec l'armée soudanaise? Dispose-t-elle encore de positions solides ailleurs, autres dans le pays? Mais bien sûr, ils ont pris la capitale. Ils ont actuellement Port-Soudan qui malheureusement continue d'être bombardé par des drones parce que les FSR utilisent maintenant également des drones pour bombarder. Mais on est en face de ce qui ressemble de plus en plus à une partition du pays. Et il y a un aspect qu'on oublie, il y a le Kordofan qu'on oublie, il y a le Nil bleu qu'on oublie, où il y avait tout le temps de la rébellion parce qu'il y a des groupes armés également qui sont là-bas, qui ne sont ni les FSR, ni l'armée régulière qui est avec le général Al-Burhan. Mais le jour où on va aller vers la partition du Soudan, est-ce qu'on va se retrouver avec deux États seulement? Ou bien est-ce que ces groupes également qui sont au niveau du Kordofan et du Nil bleu vont décider également de devenir eux aussi un État? Mais vous imaginez un Soudan qu'on divise encore par 3 après l'avoir divisé pour créer le Soudan du Sud. Moi, comme je le dis tout le temps, je suis foncièrement contre. Il y a suffisamment de pays sur le continent africain actuellement. Je suis contre l'Ambazonie, je suis contre l'Azawad, je suis contre une Casamance qui va devenir indépendante au Sénégal, je suis contre la République arabe sahraoui démocratique. Il faut qu'on aille plutôt dans le sens de voir comment régler cette balkanisation qui a été voulue par le colon, qui nous a affaiblis, au lieu de nous mettre encore à charcuter ces pays qui ont déjà du mal à pouvoir tenir véritablement debout. Et du point de vue politique, que signifie cette avancée des FSR pour le général Fatah al-Burhan et son camp? Mais les FSR gagnent ce qui leur rend encore beaucoup plus crédible pour une discussion. Parce qu'al-Burhan ne les considère pas comme des FSR. Il les considère comme des terroristes, c'est l'expression qu'il utilise, et il dit tout le temps on ne doit pas négocier avec des terroristes. D'ailleurs, même quand on dit négociation, puisqu'il les considère comme des terroristes, la première chose qu'il exige, c'est qu'ils déposent les armes. Bien sûr, ce que le général Emeti ne veut pas entendre en disant qu'il est prêt à déposer les armes, mais il faut qu'on lui donne
des garanties et quand il pose ses garanties, l'autre également se met à refuser. C'est dommage pour les populations du Soudan en particulier parce que vous avez deux généraux qui sont dans une logique d'élimination réciproque. Chacun essaye d'éliminer l'autre pour gérer le Soudan. De sorte que toutes les initiatives qui ont été faites pour essayer même d'avoir un cessez-le-feu humanitaire ont souvent échoué parce qu'il y a des positions radicales de part et d'autre entre les deux généraux. Le conflit au Soudan prend également une dimension régionale. Justement, comment réagissent les pays voisins comme le Tchad, le Soudan du Sud ou encore l'Égypte face à la situation? Mais tous ces pays sont inquiets. Le Soudan du Sud est dans l'incertitude. N'oubliez pas qu'il y a une brouille actuellement entre Riek Machar et son ancien allié Salva Kiir, de sorte que Riek Machar se trouve actuellement au moins dans les lions de la détention, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle, puisqu'il est en résidence surveillée, et il y a eu des affrontements entre eux. Le Tchad, vous avez les groupes armés qui disent qu'ils vont reprendre les armes, et vous avez le Soudan officiel, c'est-à-dire Al-Burhan, qui a accusé le Tchad de faciliter le passage des armes pour les FSR. C'est-à-dire, au-delà du Tchad, en tant que pays frontalier avec une zone de conflit, il y a un risque de conflit entre le Soudan côté Burhan et le Tchad. Pour l'Égypte, l'Égypte soutient Al-Burhan. C'est très clair, parce qu'il y a cette main étrangère encore qui est là. Vous avez l'Égypte, vous avez l'Arabie Saoudite, vous avez la Turquie, vous avez l'Iran, qui soutiennent plutôt Al-Burhan, vous avez les Émirats Arabes Unis, qui soutiennent les FSR. Au Tchad, ce n'est pas l'État tchadien, on n'a pas de preuve du soutien de l'État tchadien, mais vous avez des tribus du Tchad qui soutiennent effectivement les FSR, plus des Colombiens, puisqu'on a attrapé des mercenaires colombiens et d'autres mercenaires qui viennent des pays de la zone. Mais tout cela peut se transformer en une insécurité pour ces pays, le jour où la déflagration va atteindre un certain niveau. C'est pourquoi ces pays sont pour la négociation, ces pays sont pour une solution pacifique, pour pouvoir soulager les populations du Soudan, mais pour pouvoir éviter également que les choses ne débordent au niveau de leur pays. Et comment réagit la communauté internationale face à la situation? La réaction de la communauté internationale, on ne la comprend plus. Il y a ces 4 pays qui ont essayé de faire une médiation qui avait échoué, ce qu'on appelle le Quad, avec les États-Unis, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l'Égypte. Mais vous voyez, c'est eux que j'ai cités tout à l'heure. Certains sont d'un côté, les autres sont de l'autre. Est-ce que des gens qui prennent parti dans un conflit sont ceux qui sont les plus indiqués pour pouvoir devenir des médiateurs? Moi, mon avis est non, et de façon catégorique. En principe, c'était à l'Union africaine, puisque ça se passe sur le continent africain, de prendre les devants. Mais ça n'a pas donné de résultat. À défaut, c'était à l'Organisation des Nations Unies de le faire, mais comme on le sait, l'Organisation des Nations Unies est paralysée et les priorités pour l'ONU sont ailleurs. Ces priorités ne sont pas sur le continent africain. Mais selon vous, avec cette évolution des FSR sur le terrain, est-ce que cela rend encore possible une issue diplomatique pour obtenir un cessez-le-feu durable entre les deux camps? Ça peut faire un pas vers un cessez-le-feu parce que plus ils vont se retrouver en position de force, plus le camp adverse, avec le général Burhan, sera obligé d'accepter une négociation. Parce que pour le moment, il faut dire que l'armée soudanaise, en termes de matériel, etc., est en meilleure position militairement parlant, raison pour laquelle Al-Burhan ne veut pas parler de négociation, il veut que les gens déposent les armes ou qu'on les écrase. Mais avec des victoires successives, quand on sera dans une situation d'équilibre, où chacun se rendra compte qu'il ne peut pas faire ce qu'il veut, c'est-à-dire supprimer l'autre, gagner la guerre par les armes, mais tous les deux seront obligés d'accepter une négociation. Mais on va attendre combien de morts, combien de réfugiés, combien de déplacés, combien de destructions pour le faire, mais c'est le moment pour la communauté internationale, comme elle sait le faire quand elle veut le faire, de faire pression sur les deux camps et sur les alliés également des deux camps pour qu'on n'alimente pas la guerre par les munitions, par les armes. Ça va déjà réduire l'intensité de la guerre et si les pressions sont véritablement fortes, ces deux généraux seront obligés de s'asseoir. Et moi, j'approuve la solution du Quad. Il faut les éliminer de l'avenir du Soudan. Parce que la solution que refuse le Al-Burhan, c'est ça. On propose une transition civile et dans cette transition, Hemeti, tout comme Al-Burhan, sont
écartés parce que c'est eux qui sont à l'origine Mais de la à la catastrophe. lumière de ces derniers événements, comment imaginez-vous l'avenir du Soudan dans les mois à venir, justement? Mais on rentre davantage vers un affrontement militaire et vers de l'incertitude. Puisque quand l'armée du Soudan, l'armée régulière de Al-Burhan, a pris une partie de la capitale, bon, les gens se disaient, ah, voilà un tournant, peut-être que l'armée va avoir beaucoup plus de force et Meti va être obligé d'accepter de négocier. Mais on a vu le contraire. Meti a commencé à utiliser des drones, ce qu'il n'utilisait pas au départ, et a bombardé Port-Soudan, où se trouve l'armée, le gouvernement provisoire, et c'est par là-bas qu'on alimentait même les populations en difficulté avec l'aide humanitaire. Mais ici, c'est la même chose. On a une situation qui change. Ça aurait été préférable que la situation change dans le sens de rapprocher davantage les deux belligérants pour qu'ils comprennent qu'il n'y a pas de chance pour que l'un parmi eux gagne la guerre. Il faut négocier et il faut le faire maintenant. Mais quand on regarde les discours, ce n'est pas cela que l'on voit. C'est comme si les généraux veulent continuer la guerre. Est-ce qu'il faut s'attendre à une pression accrue pour des négociations de paix? Pour moi, c'est indispensable. Quand vous regardez les positions de Al-Burhan, depuis le début de la guerre, il n'a jamais parlé de négociation. Pratiquement, les négociations où il est allé, c'est la pression. Et même quand il est allé à ces négociations, ce qu'il propose, ce n'est pas une négociation. Il demande à l'autre tout simplement d'abdiquer. Mais l'avancée du camp adverse peut justement faire changer la donne. Oui, mais il n'y a pas encore d'équilibre, Oui. parce qu'en termes d'espace géographique occupé, en termes de force sur le plan militaire, Al-Burhan a encore théoriquement une supériorité par rapport au FSR. Mais je dis théoriquement. Ça fait que Al-Burhan maintient sa ligne. Ils sont des terroristes, ils déposent les armes. On va voir ce qu'on va faire. Alors qu'on est dans un Soudan où aujourd'hui la transition devait être dirigée par les civils. C'est ces deux militaires qui ont dirigé la première phase de la transition. Quand les gens ont dit, bon, deuxième phase de la transition, FSR, on vous met à l'intérieur de l'armée, c'est ça qui a créé les problèmes, puisque chacun des généraux a voulu être le chef de cette armée reconstituée, armée régulière plus FSR. Merci, Mamadou Diouf, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous également de nous avoir suivis dans le décryptage du jour.